Un corps sans vie gît dans la nuit. Son regard vide fixe l'infini. Son amère à présent sans bruit. Les secrets du meurtre, quant à eux, restent enfouis. La mort à travers toute la ville se répand telle une ombre obscure. Rien ne peut la stopper. Elle a d'ailleurs sa propre signature. En Sibérie, coincée entre le Kazakhstan et la Mongolie, se trouve la ville paisible de Novokuznetsk. Celle-ci est entourée de larges étendues de forêts, de quelques belles montagnes, et la rivière Aba la traverse de part en part. Le mois de juin 1996 est celui qui sonne la fin de la tranquillité dans le secteur. La rivière Aba, autrefois un grand repère pour les pêcheurs du dimanche, se transforme en une source d'anxiété quand des morceaux de corps humains sont trouvés par hasard puis extraits de ses eaux. Voilà des jambes, des bras, des crânes qui sont repêchés durant des jours entiers. Cette macabre trouvaille devient plus effroyable qu'elle ne l'est déjà lorsqu'il devient indéniable que les membres qui reposent au fond de la rivière appartiennent à des enfants. Cela est évident du fait de leur taille. La police, qui est sur les lieux depuis plusieurs jours, envoie au fur et à mesure tout ceci aux médecins légistes de la région, qui tentent d'établir la fourchette d'âge des enfants dont les parties de corps ont été retrouvées. Les premières conclusions débouchent sur les résultats suivants. Il y a en tout 9 cadavres au moins. 6 sont de sexe féminin et 3 de sexe masculin, tandis que l'âge des victimes oscille entre 9 et 14 ans. J'utilise le terme victime parce que tous ont été démembrés. Cela n'a pas pu se faire à la va-vite. L'auteur de ces sordides agissements a donc pris son temps d'après le médecin légiste. En analysant encore un peu plus, il n'y a aucun doute. Ce sont des meurtres et l'arme du crime peut même être précisée, il s'agit d'un couteau ou d'une scie. Ce sont en tout cas les marques qui sont présentes sur les restes des dépouilles. Le meurtrier a dû prendre son temps, ce qui laisse supposer que les enfants n'ont pas été tués à l'extérieur, soit proche de la rivière, soit dans la rue. La première hypothèse de la police, en suivant les dires des experts médico-légaux, est que les victimes ont été assassinées dans un endroit clos avant que les parties de corps ne soient jetées dans la rivière. Le tueur a manifestement de l'expérience dans le démembrement du corps humain. A-t-il appris au gré de ses nombreux meurtres, ou a-t-il un métier lui ayant prodigué ses compétences ? Impossible à dire pour le moment. Voici les seules pistes au début de cette investigation qui secoue toute la région. La police déduit, au vu du nombre de victimes, que celui ou celle qui a fait ça a sûrement soigneusement choisi ses cibles. Parce qu'autant d'enfants volatilisés sans que cela ne fasse plus de remous, démontre que les victimes devaient déjà avoir été signalées comme étant disparues. Cette hypothèse est d'autant plus crédible que dans la région où une grande usine de métallurgie vient de réduire drastiquement son activité en vue de fermer prochainement ses portes, mettant ainsi une bonne partie de ses employés au chômage. Ceci a eu pour effet d'engendrer de la pauvreté, des tensions au niveau des familles et des fugues de la part d'enfants exaspérés par la situation. En tout, il y a eu 120 signalements de disparition d'enfants lors des derniers mois, ce qui est beaucoup, et qui a certainement créé un vivier de victimes pour celui qui les chasse. Évidemment, la situation devient hautement préoccupante. Il y a de nombreux enfants fugueurs dans les rues de la ville ou alentour, et un prédateur qui en a fait son terrain de chasse, en étant prolifique, si l'on en croit les cadavres repêchés quelques jours auparavant. C'est pour cette raison que l'effectif de police de la ville est renforcé de plusieurs centaines d'unités, et soutenu dans cette tâche par l'armée elle-même afin de mettre un terme au règne du ou des psychopathes qui s'en prennent aux enfants de la région. Puisque des membres humains ont été jetés dans l'eau, naturellement, les autorités envisagent que d'autres endroits en pleine nature puissent être des lieux où le meurtrier se soit débarrassé de ses victimes. Les forêts, les lacs et les rivières font l'objet de fouilles approfondies en même temps que les personnes connues pour être touchées par des problèmes mentaux, ayant un casier judiciaire relatant un crime, ou même des membres de famille connaissant des soucis, qui sont prioritairement interrogés. La police place de grands espoirs dans cette stratégie qu'elle pense quasiment infaillible. Cela dure 2 semaines, mais des enfants continuent de disparaître. C'est le cas de 2 jeunes adolescentes nommées Elena S, 14 ans, et Olga N, 15 ans.
Dans les circonstances actuelles, les autorités craignent pour la vie des deux filles et les recherchent d'abord dans les nombreux endroits que les jeunes de la ville fréquentent, en questionnant au passage d'autres adolescents qui pourraient les avoir aperçus. Malheureusement, sans succès. Il est impossible de trouver la moindre trace des deux disparus. Il n'y a aucun témoin évoquant leur présence où que ce soit, comme si elles s'étaient évaporées subitement. Vladimir Semyonov, à la tête du département criminel de la police de Novokuznetsk, émet donc l'idée que le meurtrier est véhiculé. Par conséquent, ordre est donné aux unités sur le terrain d'appréhender la moindre voiture avec à son bord un adulte et un enfant pour vérifier les identités. Il y a des arrestations, simplement aucune d'entre elles ne débouche sur la piste tant attendue par les enquêteurs. La police envisage ensuite que les deux filles auraient pu sombrer dans la terrible spirale de la toxicomanie, ce qui pourrait justifier qu'il n'y ait plus de signes de vie de leur part. Semyonov organise alors une énorme descente dans tous les repères connus où des substances illicites sont consommées ou vendues. Il y a des dizaines d'arrestations. Évidemment, cela permet de purifier la ville de ce mal qu'est la drogue, mais surtout, les policiers ont un levier pour faire parler les délinquants. Si certains d'entre eux leur apportent des éléments sur les deux disparus, il se pourrait que leur peine soit négociée. Pourtant, il n'y a pas le moindre indice. Personne n'a vu ni Elena ni Olga. Bien sûr, la découverte de 9 cadavres d'enfants démembrés, la disparition suspecte de 2 supplémentaires et des centaines de policiers mobilisés sur une seule enquête ne passent pas inaperçus au regard des médias ni des parents. La presse s'empare de l'histoire en l'exagérant, expliquant qu'un homme mutant est impliqué. Il n'y a qu'un objectif, placer le sensationnalisme au-dessus de tout afin de vendre le plus de journaux possible. Les parents, quant à eux, sont inquiets pour leurs marmots. Ils n'osent plus les laisser jouer dehors, reprochant à la police, peut-être avec un peu de mauvaise foi, un immobilisme qui coûte la vie aux enfants de la région. Seulement, les autorités font avec ce qu'elles ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Aucun témoignage, uniquement des déductions faites sur les seuls éléments en leur possession, la découverte des cadavres et les analyses médico-légales afférentes. D'ailleurs, le profil ciblé par les enquêteurs serait un psychopathe agissant seul. Mais au cours de l'été 1996, cette idée prend du plomb dans l'aile quand le bilan catastrophique des disparitions chez les adolescents augmente de 43. Bien que tous n'ont certainement pas été capturés par le fou qui sévit, la police commence à penser qu'il ne peut y avoir qu'un seul individu dans le coup. D'autres doivent être mêlés. Il y a au moins des complices. Et les enquêteurs viennent peut-être de découvrir une piste de cette manière. En premier lieu, les autorités, qui estiment désormais qu'il n'y a pas un tueur mais plusieurs personnes agissant, considèrent qu'il pourrait y avoir un groupe d'individus dont l'objectif serait d'enlever les enfants pour obtenir des rançons de la part des parents et en cas contraire, se débarrasseraient de leurs otages. Les personnes du secteur susceptibles d'être impliquées dans une telle organisation criminelle sont interrogées. Mais cela ne donne rien. Et puis, il n'y a pas eu de remontée d'une demande de rançon. Ce n'est donc sûrement pas le bon chemin emprunté par les policiers. Mais tout n'est pas forcément à jeter. Il peut toujours s'agir d'un groupe malveillant. Plutôt que des rançons, il se serait tourné vers un trafic bien plus lucratif, celui des organes humains et spécifiquement celui des jeunes personnes. Cette hypothèse tient la route. Il y aurait plusieurs individus impliqués, ce trafic de nature cruelle justifierait que les restes des enfants soient jetés ainsi dans la nature, et surtout, cela expliquerait aussi un point important, la précision de la découpe des membres qui a visiblement été faite par une personne connaissant le corps humain et disposant des outils nécessaires. Dès lors, cela ouvre un tout nouveau champ encore inexploré par les forces de l'ordre, celui du médical, puisque d'après eux, il faut forcément avoir un pied dans le milieu pour revendre aux noirs les organes. Les hôpitaux, les cliniques ainsi que les morgues sont secrètement surveillés, en espérant un faux pas des monstres qui sévissent dans la région. En parallèle, ce sont tous les dossiers des médecins, des chirurgiens, ambulanciers et tout personnel ayant un lien de près ou de loin avec le milieu médical qui est épluché. Cependant, il faut ratisser large parce que la police pourrait faire face à un trafic d'ampleur.
il ne serait pas surprenant que les organes sortent du pays en toute discrétion. Une surveillance est aussi mise en place à l'aéroport afin de contrôler les passagers se rendant à Moscou ou dans les autres villes offrant des destinations internationales. Dans la capitale aussi, les bagages sont scrutés pour essayer de déceler celui contenant un organe d'une potentielle victime et ainsi remonter jusqu'au réseau de trafiquants. L'opération est lourde, il faut bien ça pour espérer démanteler cette sordide machination, mais au bout de plusieurs jours, il n'y a rien. C'est la stupeur dans les rangs des policiers parce qu'ils étaient persuadés de tenir le bon bout. Force est de constater que c'est loin d'être le cas. Finalement, la piste du réseau de trafiquants d'organes tombe à l'eau. C'est l'impasse. Il faut repartir du début en se basant à nouveau sur les maigres indices à la disposition des enquêteurs. Quels sont-ils ? Quelqu'un tue des enfants âgés entre 9 et 14 ans, s'en débarrasse dans la rivière Aba après les avoir démembrés avec précision, et c'est tout. En tout cas, jusqu'à ce que Vladimir Semyonov approfondisse ses recherches jusqu'à un point curieux. Sur la liste des signalements pour disparition, les noms d'Elena et Olga reviennent régulièrement. Toutes les filles disparues qui portent ces deux prénoms sont âgées entre 11 et 15 ans. Se pourrait-il que le prédateur chasse des jeunes filles nommées Elena et Olga en priorité ? Cela n'aurait pas de sens. L'individu demanderait le nom de chacune de ses potentielles victimes avant de les enlever ? D'abord, Semyonov estime que c'est une coïncidence. Simplement, dans ce genre d'affaires, les coïncidences, cela n'existe presque pas. Et il vaut mieux vérifier, surtout lorsque quelques années auparavant, il y a eu un précédent avec le monstre de Rostov, Andrei Chikatilo. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Où est le lien avec Chikatilo ? Eh bien, ce dernier n'avait aucun mal à persuader ses futures victimes de le suivre dans des endroits isolés, lui permettant ainsi de les attaquer. Il ne serait donc pas impossible qu'un tueur demande le prénom à une personne avant de s'en prendre à elle. Il y a donc peut-être une raison pour laquelle le meurtrier vise principalement les noms Elena et Olga. Les enquêteurs supposent que ce dernier aurait pu être arrêté une première fois pour un crime qu'il aurait commis à l'égard de filles ou femmes nommées ainsi. Il agirait donc par vengeance après avoir purgé une première peine. Semyonov et son équipe se concentrent alors sur des criminels bien particuliers, ceux ayant abusé de mineurs et parmi ces mineurs, celles portant les prénoms Elena et Olga. Un filtre redoutablement efficace dans la mesure où il n'y a que 2 hommes qui ressortent des bases de données. Le premier individu vit à présent à Stavropol, à plus de 4000 km à l'ouest de Novokuznetsk. Il est impossible qu'il soit l'auteur des meurtres. Le second, quant à lui, a déménagé dans la région du Tatarstan. C'est plus proche, mais cela reste tout de même très éloigné de Novokuznetsk, un peu moins de 3000 km, toujours à l'ouest. La frustration commence à gagner les autorités qui, à chaque nouvelle piste, chaque avancement qui donne de l'espoir dans la résolution de ce mystère, se heurtent finalement à un obstacle qui les fait recommencer depuis le point de départ. Simplement, Semyonov estime que l'idée du psychopathe installé à Novokuznetsk reste l'hypothèse la plus probable. Il pense également qu'il y a bel et bien un lien avec les prénoms Elena et Olga. Cette dernière piste semble farfelue, bien qu'il n'y ait pas vraiment de meilleure piste en réalité. Et puis, un événement se produit. Un espace abandonné de la ville devient un point d'attention de la police parce que 2 cadavres viennent d'être retrouvés. Seulement, il y a un doute sur l'auteur dans la mesure où les dépouilles ne sont pas celles d'enfants. Ce sont bien 2 jeunes femmes qui sont découvertes, alors que jusque-là le tueur semble s'en prendre à des adolescents, voire des enfants. Ce meurtrier, en a-t-il encouragé un deuxième dans la région ? Y a-t-il une guerre d'ego entre 2 monstres ? Les enquêteurs croisent les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Leur tâche est suffisamment harassante avec un seul psychopathe à gérer. Rapidement, ils comprennent que le second tueur n'existe pas. En observant le lieu du crime, il y a des éléments qu'ils reconnaissent. Certes, les 2 victimes sont adultes et âgées de 22 ans, mais elles ont été démembrées avec les mêmes soins que les corps découverts dans la rivière Aba. L'état de décomposition n'étant pas très avancé, et leur visage étant relativement bien conservé, il est possible de les identifier. Et toutes les 2 portent le même prénom, Elena. Enfin, il y a un dernier point. Elles étaient sans emploi et sans domicile fixe. Or, les policiers pensent que les conditions de vie des victimes sont cruciales pour le passage à l'acte du tueur. Ils en sont presque certains. L'individu qu'ils recherchent vient de frapper à nouveau.
Surtout, il apparaît désormais qu'il soit capable de faire évoluer son procédé, ne s'étant pas attaqué à des enfants cette fois-ci. Il n'est finalement pas si évident de le cerner. La nouvelle des 2 meurtres qui s'ajoutent à la longue liste des précédents remonte jusqu'à Moscou. Le ministre de l'Intérieur de la Russie ordonne le déploiement d'effectifs supplémentaires par centaines pour mettre derrière les barreaux l'auteur de ces massacres. Le moindre coin de Novokuznetsk est fouillé. Presque chaque personne se trouvant dans la rue est questionnée. Toute la ville est retournée. Pendant ce temps, le département criminel de la police tourne à plein régime sans s'arrêter, jour et nuit. Grâce à leurs efforts, de nombreux enfants disparus sont retrouvés vivants sains et saufs. C'est autant de potentielles victimes que le prédateur du coin ne pourra plus chasser. Presque sans surprise, tous les fugueurs avaient des relations conflictuelles avec leur famille, expliquant ainsi leur fuite. Mais à présent, il vaut mieux affronter ses parents que le tueur qui rôde dans les parages. Malgré les efforts monumentaux des autorités, 13 enfants disparus récemment restent introuvables. Dans leur cas, les policiers sont inquiets, parce qu'aucune trace de leur présence, où que ce soit, n'a pu être relevée. Aucun témoignage non plus, ce qui laisse penser qu'ils ont potentiellement été enlevés par le fou. Il y a en tout 8 filles et 5 garçons, tous âgés entre 10 et 14 ans, ce qui entre pile dans la tranche d'âge correspondant au premier cadavre retrouvé dans la rivière. Même si, désormais, il semble que le meurtrier ne fasse plus de différence par rapport à l'âge, comme le montre son dernier crime. Les enquêteurs russes relèvent un aspect étonnant en analysant de plus près le profil des disparus. Ils vivent dans le même quartier, sont inscrits à la même école, et tous se sont volatilisés le même jour. À force de questionner les gens sans relâche, la police finit par tomber sur ce qu'elle cherchait, un témoin. C'est un de leurs camarades qui rapporte aux autorités avoir vu ses amis le jour de leur disparition, proche d'un site de construction d'un bâtiment résidentiel. Les enfants se promenaient régulièrement dans ce coin tous ensemble, alors la zone est passée au crible, que ce soit à l'extérieur ou dans les bâtiments alentours, y compris le site de construction où la personne en charge est interrogée à ce sujet. Y aurait-il pu y avoir un accident? Serait-il tombé sans que les ouvriers les voient, puis emmuré? Il faut envisager toutes les pistes, mais l'ingénieur en chef est clair sur ce point, c'est impossible. Un groupe d'enfants sur le chantier aurait été aperçu, et on n'emmure pas un être humain sans le remarquer. La thèse de l'accident est rapidement écartée. Alors que les autorités se penchent sur le cas des 13 disparus proches du chantier, 6 nouveaux cas de disparition sont signalés. À nouveau, des écoliers, venant de familles aisées qui se sont évaporés comme ça, en plein jour, sans que personne ne voie quoi que ce soit. Cette fois-ci, ils n'étaient pas à proximité d'un chantier, dans un parc, une forêt ou un endroit isolé qui pourrait expliquer cette absence de témoins et un danger éventuel. Non, leur dernière localisation se situe presque en plein centre de la ville. Dans ce secteur, il n'y a pas pu y avoir d'accident. Pour s'en assurer, les canalisations de la ville sont vérifiées. Des plongeurs sont envoyés à la rivière Abba qui est contrôlée afin d'être certain qu'aucun nouveau cadavre n'a été déposé. Mais il n'y a rien. Voilà presque une vingtaine d'enfants évaporés d'un coup, et certainement tombés dans les filets du meurtrier. Mais où se trouve-t-il? Et comment fait-il pour enlever les enfants par groupe entier? Les enquêteurs essaient de se baser sur des tueurs en série que la Russie a connus jusque-là en disséquant leur mode opératoire. Simplement, s'il y en a réellement un qui sévit du côté de Novokuznetsk, il a un procédé à des années-lumière de ce qui a été étudié par le passé. Les policiers ont beau chercher. Cette combinaison de facteurs est improbable et aucun autre meurtrier n'avait agi de la sorte. Enlever un groupe de personnes, en plein jour, dans un lieu fréquenté et sans laisser la moindre trace ni le moindre témoin, cela relève de l'exploit, surtout lorsqu'un tel événement n'est pas isolé. Les enquêteurs, cependant, sont persuadés qu'ils lui mettront la main dessus. Ce genre de personnage finit toujours par prendre confiance au point de négliger des détails cruciaux pour l'enquête. Certes, mais au prix de combien de vies? La police ne peut pas se permettre d'attendre un faux pas du tueur. Alors, l'investigation tourne à plein régime. Les policiers se relaient 24 heures sur 24 pour ne laisser aucune piste refroidir ou leur échapper. Et puis, un jour, le 20 juillet 1996, il y a un coup de téléphone urgent qui parvient au poste. Du côté de Toliati,
Dans la région de Samara, à presque 3000 km de Novokuznetsk, le corps d'une fillette de 6 ans nommée Polia est découvert au milieu d'une base militaire abandonnée. Le médecin légiste est catégorique. La cause de la mort est la strangulation. Mais ce qui intéresse les autorités est la façon dont le démembrement a été réalisé. Très semblable, pour ne pas dire similaire à celle du monstre de Novokuznetsk. Voilà un événement hautement inquiétant pour la police. Le meurtrier est capable de parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour assouvir son besoin de tuer. Il faut dire que c'est peu surprenant finalement, avec tous les remous qu'a provoqué l'arrivée de centaines de policiers et militaires pour fouiller le moindre centimètre carré de la ville. Les enquêteurs pensent alors que c'est un véritable carnage qui est à venir. Le meurtrier se déplace, ce qui est presque du jamais vu pour un tueur en série. Celui-ci semble briser les codes. Il est donc craint qu'il ne mette encore bien longtemps avant de l'arrêter. Et pourtant... Un jour, après la terrible découverte, il y a enfin une bonne nouvelle. Un témoin affirme avoir aperçu la jeune Polia en compagnie d'un homme tout proche du domicile de la fillette. Un portrait robot émane de ce témoignage. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il est possible de mettre un visage sur la menace. Quelques jours s'écoulent encore. Un marché a lieu en plein cœur de la ville de Tolyatti et une dispute éclate entre un commerçant et un acheteur qui tentent de refourguer un faux billet. Avec le tumulte que cela génère, la police est appelée sur place pour questionner la personne possédant le billet. C'est un homme d'une trentaine d'années, sa pièce d'identité lui est demandée mais il ne la possède pas. En revanche, il donne volontiers son nom, son prénom ainsi que son adresse où les policiers peuvent le trouver. Pour s'expliquer, il est convoqué 2 jours plus tard au commissariat. Comme convenu, il se présente et c'est bien Monsieur Yatchenko qui répond à la convocation des policiers. Mais il y a un problème. Les agents ne le reconnaissent pas. Il n'a rien à voir avec l'homme mêlé à l'altercation du marché. À cet instant, Yatchenko comprend, expliquant qu'il s'agit certainement de son ami Oleg Rilkov qui a berné les policiers ce jour. Ce nom, Oleg Rilkov, parle aux agents de police parce que ce dernier est recherché depuis 6 mois par la police locale, étant soupçonné d'avoir commis des viols sur mineurs. En regardant le portrait robot établi grâce aux témoignages récoltés quelques jours plus tôt, les policiers sont sous le choc. Le tueur se trouvait devant eux à ce marché. Il est né en 1967, il a donc la trentaine. Le dessin le représente trait pour trait et il est suspecté d'être l'auteur de crimes sordides. Voilà leur homme. Bien sûr, au moment où les enquêteurs sont informés des événements, Rilkov est certainement déjà loin. C'est une occasion manquée. Mais Yatchenko a un tuyau pour les policiers. Rilkov aurait parlé de se rendre à Novokuznetsk. C'est une bonne chose dans un sens, puisqu'il y a peut-être la possibilité de le rattraper en lui mettant la main dessus, offrant ainsi une seconde chance après la première opportunité en or. D'un autre côté, il y a de fortes chances pour que l'arrestation prenne un temps conséquent et que d'autres victimes soient dénombrées d'ici là. Il faut donc alerter la population. Des affiches sont placardées à tous les endroits stratégiques de la ville et notamment ceux brassant du monde. Les médias sont mêlés à cette grande campagne de sensibilisation pour rendre la tâche difficile au meurtrier en attendant son arrestation. Les forêts, les rivières et la ville entière sont surveillées par les autorités pour mettre la main sur ce psychopathe. Les citoyens apportent leur contribution en dénonçant le moindre agissement suspect d'une personne ou bien s'ils pensent reconnaître l'homme du portrait robot diffusé à la télévision. C'est une véritable paranoïa qui s'installe dans la ville. Malgré l'action monumentale des forces de l'ordre, les diverses alertes des médias et des parents beaucoup plus précautionneux, 2 fillettes âgées de 12 ans disparaissent, Galia S et Olga V. Évidemment, c'est la priorité absolue. Les enquêteurs tentent de savoir ce qu'il s'est passé et si la disparition est liée au retour du tueur. Comme à chaque fois, il n'y a aucun témoin, aucune trace. Les mois s'écoulent, tandis que l'investigation suit son cours. Elle est interrompue en juillet 1997 par un appel urgent en provenance de la ville de Tolyatti. C'est une annonce qui fait l'effet d'une bombe. Oleg Rilkov vient d'être arrêté. Il n'a jamais bougé de la ville en réalité. Bien qu'il se savait chassé par la police, l'homme n'a pas pu contrôler ses pulsions, continuant à tuer. Il a repéré une maison, remarquant que 2 enfants s'y trouvaient seuls, Natacha et Seryoza.
Il est parvenu à les convaincre de le laisser entrer, prétextant qu'il avait besoin d'utiliser un téléphone. Il s'est fait une spécialité de persuader les gens à l'autoriser à pénétrer dans leur domicile avec n'importe quel mensonge. C'est une partie de son procédé. Une fois à l'intérieur, il a attaqué le jeune garçon à l'aide d'une hache qu'il utilisait pour tuer ses victimes. Il abuse ensuite de la pauvre Natacha avant de l'attaquer à son tour avec la hache. Ce qu'il ignore est que le garçon, malgré son attaque brutale, a survécu et a utilisé le téléphone pour contacter la police. Peu de temps après, Oleg Rilkov est donc placé en état d'arrestation, prêt à faire ses aveux. Semyonov se rend immédiatement à Tolyatti afin de questionner à son tour Rilkov et connaître les détails des meurtres de la région de Novokuznetsk. Cependant, il n'aura pas le temps d'entrer dans la salle d'interrogatoire. Son téléphone sonne à nouveau. On lui annonce qu'il y a 2 jours, 3 jeunes filles ont été signalées disparues. Jusque-là, pas d'inquiétude, puisque le meurtrier se trouve dans la salle d'interrogatoire. Elles ont peut-être fugué. Semyonov n'a pas le temps d'émettre cette hypothèse. Il lui est aussitôt dit que la tête de l'une des filles a été découverte le matin même et identifiée comme l'une des 3 disparues. Oleg Rilkov n'est pas le prédateur de la région de Novokuznetsk. C'est un énorme coup dur, un retournement de situation auquel personne ne s'attendait. Et il fait mal parce qu'il faut reprendre l'enquête depuis le début. Tous les efforts fournis ont été réduits à néant. La famille de Nastia, l'adolescente dont la tête fut découverte, est convoquée pour identifier formellement la jeune fille. Ce qu'elle fait dans une ambiance horrible et pesante. Les policiers se concentrent alors sur les derniers événements. En investiguant, ils découvrent que les 3 filles, Nastia, Zenia, âgée de 13 ans, et Olga, âgée de 15 ans, se promenaient seules sans avoir averti qui que ce soit. Il est donc impossible de savoir d'où elles partaient ni où elles voulaient se rendre, ce qui aurait pu être utile. De nombreux effectifs sont donc déployés afin de quadriller la zone à la recherche d'indices ou de témoignages, et tandis que l'enquête bat son plein, Semyonov reçoit un coup de téléphone. On lui annonce que l'un des 2 hommes qui avaient été condamnés pour l'agression de filles nommées Elena et Olga, qui vivaient à Stavropol à plus de 4000 km de Novokuznetsk, et donc qui avaient été écartés de la liste des suspects pour cette raison, est en réalité de retour dans la ville. Il s'appelle Sergei Arin. Avant d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour viol, il était professeur des écoles. Il est revenu dans la ville de Novokuznetsk avant la découverte des cadavres dans la rivière Aba. Comme si cela n'était pas suffisant, son logement se trouve à proximité de cette rivière. Il y a déjà eu trop de victimes. Si c'est leur homme, il faut le savoir rapidement. Le temps est un luxe que la police ne peut plus se permettre. Alors, Semyonov suggère une entreprise risquée. Puisqu'Arin travaille désormais en tant que livreur pour une société commerciale, ses déplacements sont soigneusement espionnés pour connaître tous les itinéraires habituels qu'il pourrait prendre. Des agents de police féminins seront placés un peu partout sur le parcours que l'homme emprunte en espérant que celui-ci tente quelque chose à l'encontre de l'une d'entre elles, afin d'établir un flagrant délit et pouvoir l'incarcérer tout en essayant de lui faire avouer les meurtres. Les policières doivent faire de l'autostop au moment où la voiture d'Arin passe devant elles. Évidemment, il y a un gros dispositif de surveillance pour ne pas perdre de vue la femme qui se trouvera seule avec un psychopathe et potentiellement un tueur. L'opération débute alors. Le piège est déployé, il ne reste plus qu'à attendre Arin et constater, ou non, s'il passe à l'acte. Durant son trajet, les enquêteurs remarquent qu'il a une attitude suspecte, ralentissant devant chaque femme qu'il croise, comme s'il était en chasse. Hormis ceci, sa tournée se déroule normalement. Il ne tombe pas dans le piège des policiers, qui continuent de le suivre. Et puis, sur la fin de journée, il se rapproche finalement de l'une des policières faisant de l'autostop et l'embarque. Après quelques kilomètres de route, le voici qu'il s'arrête près d'un restaurant où il emmène la policière et commande une bouteille d'alcool. Mais cette dernière refuse de boire, alors il insiste. Les minutes s'écoulent, puis ils ressortent ensemble du restaurant pour s'installer à nouveau dans le véhicule d'Arin, qui tient la bouteille d'alcool à moitié vide dans sa main. C'est un moment critique. Que va-t-il se passer? La voiture redémarre. Il roule un moment avant de s'arrêter au niveau d'un terrain vague.
Éméché, Harin n'a à aucun moment remarqué qu'il était suivi. Les policiers se tiennent prêts à intervenir quand des cris et une agitation proviennent du véhicule. Ils foncent à la rescousse de leurs collègues et appréhendent l'agresseur. Harin, lors de son attaque, a tout de même blessé la policière à la main. Mais l'opération est un succès. Grâce à elle, peut-être qu'un tueur en série vient d'être intercepté. Voici venu le moment de l'interroger. Il ne résiste pas beaucoup. Il faut dire qu'il a été pris en flagrant délit. En revanche, il conteste les accusations de meurtre. Selon lui, il n'a jamais ôté la vie à qui que ce soit. Semyonov lui demande pourquoi est-il attiré par les filles dont le prénom est soit Elena, soit Olga. Harin refuse de répondre, arguant que c'est trop personnel. Bien que la police détienne un criminel dans ses locaux, il y a encore un gros doute sur le fait qu'il soit le tueur après qui tout le monde court. C'est pour cela que les recherches des filles disparues se poursuivent sur le terrain. À force d'acharnement, ils réussissent à trouver un témoin. Il s'agit d'une vendeuse dans une petite épicerie qui reconnaît les filles sur la photo que lui tendent les agents. Elle affirme qu'elles ont discuté un petit peu avant de leur vendre une bouteille d'eau, après quoi elles ont parlé à une autre femme. C'est cette dernière qui s'est approchée du groupe de 3 pour leur demander quelque chose, que la vendeuse de la boutique n'a pas entendu. Mais après ça, elles sont parties ensemble. La description de la vendeuse est assez précise. Elle indique que la femme devait être âgée d'une 60aine d'années, petite de taille, les cheveux bruns un peu grisonnants, et elle est même capable de donner suffisamment de détails pour qu'un portrait robot soit réalisé. Ceci est perturbant pour les policiers. Si cette femme est impliquée, ils doutent qu'elle soit la meurtrière. Les tueurs en série étant pour la très grande majorité des hommes, la probabilité qu'elle soit la tueuse est faible selon eux. Cela n'empêche pas une implication dans les meurtres. Elle pourrait être une personne attirant les jeunes filles vers des maisons closes où elles deviendraient des esclaves. Et pourquoi tuer dans ce cas ? Peut-être que Natsia aurait servi d'exemple pour faire peur aux autres filles afin qu'elles soient plus dociles. Cette théorie semble tirée par les cheveux et n'explique pas la découverte des cadavres dans la rivière Abba. Pour écarter totalement la piste, les prostituées de la ville sont interrogées et aucune d'entre elles ne reconnaît Natsia, Zenia ou Olga. Harin n'apparaît pas être l'homme que la police recherche. En approfondissant, il est certes un criminel, mais n'a rien à voir avec l'affaire en cours. Il reste donc cette femme inconnue qui a sollicité les 3 adolescentes. Pour la retrouver, il n'y a qu'un seul élément, le portrait robot. Celui-ci est donc imprimé en plusieurs exemplaires, distribué aux policiers, et l'un d'entre eux indique qu'il y a une légère ressemblance avec une certaine Ludmila Spesivtseva au 53 de la rue Pionierskaya à Novokuznetsk. Si le policier se rappelle du nom de cette personne, c'est parce qu'il est intervenu plusieurs fois chez elle après des disputes avec ses voisins, principalement à cause du volume de la musique qui était constamment exagérément fort. Il s'avère qu'elle travaille dans le coin, et qu'elle a également un enfant nommé Alexander Spesivtsev, né le 1er mars 1970. Simplement après vérification, ce dernier, depuis plusieurs années, environ 5 ans, se trouve dans un hôpital psychiatrique. Quoi qu'il en soit, puisque cette femme ressemble au portrait robot, il faut aller lui poser des questions. Elle n'est pas nécessairement impliquée, mais peut-être qu'elle a des éléments intéressants à dévoiler aux autorités. Des agents sont envoyés à son domicile, l'appartement 357. Lorsqu'ils toquent, ils n'obtiennent aucune réponse. Ils reviendront plus tard. Les policiers savent qu'elle habite toujours ici parce que son bail est encore en cours de validité. Ses factures sont envoyées à cette adresse et ils ont donc pour ordre de faire des passages réguliers jusqu'à ce qu'ils la croisent. Les heures s'enchaînent, les visites également, mais il n'y a toujours rien, jusqu'au lendemain. Des plombiers travaillent depuis plusieurs jours sur le système de chauffage du bâtiment du 53 rue Pionierskaya et ils ont besoin d'accéder à des logements pour finir leurs tâches, dont l'appartement 357 de Ludmila Spesivtseva. Seulement, ils sont bloqués. Tout comme les policiers, ils n'arrivent pas à mettre la main sur la femme pour qu'elle déverrouille l'accès à son domicile, mais il semble que ce logement ne soit pas vide pour autant. Les plombiers savent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'appartement qui ne leur ouvre pas la porte. Des rumeurs remontent à leurs oreilles selon lesquelles il y aurait une personne connaissant de forts troubles psychiques à l'intérieur et qu'il faudrait garder enfermé. Les hommes décident donc de contacter la police à ce propos.
L'information remonte jusqu'à Semyonov, qui comprend instantanément, décrochant aussitôt son téléphone pour passer un coup de fil. Après un entretien de quelques minutes, il tente de joindre coûte que coûte ces hommes qui se rendent régulièrement à l'appartement pour qu'ils n'entrent surtout pas. Mais il n'y parvient pas. Et cette fois-ci, ils sont accompagnés d'un serrurier pour forcer l'entrée du logement si la personne derrière refuse d'ouvrir. Quand Vladimir Semyonov a décroché son téléphone, c'était pour joindre l'hôpital psychiatrique où Alexander Spesivtsev était censé être interné depuis plus de 5 ans désormais. Il voulait la confirmation de cet internement, mais à la place, il a reçu une réponse à glacer le sang. Le patient a été libéré, car considéré comme guéri, depuis plus de 2 ans. Comment les autorités ont-elles pu passer à côté d'une telle chose ? En réalité, elles ne sont pas à blâmer. Le fautif est l'établissement psychiatrique qui ne les a pas informés comme la procédure le veut normalement, laissant ainsi penser qu'Alexander Spesivtsev était toujours un patient de l'hôpital. Mais ce n'est pas le cas, c'est lui qui se trouve derrière la porte de l'appartement 357 et à qui l'on demande d'ouvrir sinon elle sera enfoncée. Sans coopération de sa part, la porte du logement est forcée. Une odeur de pourriture immonde sautonnait des policiers, proches de régurgiter ce qu'ils ont dans l'estomac. Les agents entrent prudemment à l'intérieur, arme à la main. Ils fouillent le moindre recoin à la recherche de leur suspect. Seulement, d'une manière qu'ils ignorent, il leur a échappé. En revanche, le lieu n'est pas totalement vide. Il y a une jeune fille dans la salle de bain, à peine vivante et blessée. Sous les yeux des policiers, c'est une vision similaire à celle d'un film d'horreur. À l'évidence, la fille est retenue captive en ces lieux depuis plusieurs jours, voire semaines. Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'il s'agit d'Olga Galtseva, 15 ans, l'une des 3 filles disparues. Rapidement, l'adolescente est sortie de cette tanière monstrueuse pour être transportée d'urgence à l'hôpital. Elle en a grand besoin. Le tueur en série a réussi à s'échapper en passant par les toits. La meilleure chance pour le retrouver, cela reste Olga, que les enquêteurs ménagent, mais doivent interroger. L'adolescente ne se débine pas, racontant tout ce qu'elle sait. Elle indique que c'est Ludmila, la mère d'Alexander, qui les a attirés dans l'appartement en demandant si les 3 filles pouvaient l'aider à monter ses sacs de course chez elle. Les policiers comprennent qu'il faut donc à tout prix retrouver Ludmila. Finalement, ils n'ont pas trop de mal à la localiser et elle est placée en état d'arrestation. En revanche, son fils est beaucoup plus coriace. Cela fait 3 jours qu'il n'y a aucune trace de lui, mais il finit par craquer en revenant à l'appartement. La vie de fugitif n'était manifestement pas pour lui qui vivait encore au crochet de sa mère. Et voilà comment le monstre de Novokuznetsk est tombé. Mais qui est-il ? Et qu'a-t-il réellement fait ? Alexander Spesivtsev est né le 1er mars 1970. C'est un bébé prématuré qui a failli perdre la vie et qui est exposé à de nombreuses maladies, contrairement à ses 2 grandes sœurs qui se portent très bien. Ludmila voit son fils comme un enfant ayant eu peu de chance, mais s'étant battu pour survivre et crée un lien très fort avec lui. D'ailleurs, pour le protéger ainsi qu'elle-même, Ludmila divorce de son mari violent et alcoolique pour vivre seule avec ses enfants. Dans leur nouveau logement, Alexander profite d'une place dans le lit de sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Il est véritablement materné outre mesure. Les liens avec sa mère sont d'ailleurs la seule bulle d'air du jeune garçon qui n'a pas d'amis, doit faire face à de nombreuses intimidations à l'école, au point de promettre qu'il se vengera tôt ou tard de ceux qui lui ont fait du mal. D'ailleurs, sa mère va dans son sens. Elle déteste les enfants qui s'en prennent à son fils parce qu'il est plus faible à cause de tout ce qu'il a vécu. De manière générale, c'est toute la famille qui se reclue, n'ayant que très peu d'interactions sociales, ceci étant dû en partie aux sévices que le père leur faisait subir. Quand Alexander était jeune, Ludmila travaillait en tant qu'assistante juridique au tribunal de Novokuznetsk. Elle rapportait régulièrement des dossiers à la maison, y compris les affaires criminelles et notamment les meurtres. Alors que son fils n'a pas vraiment l'âge de découvrir de telles choses, elle n'hésite pas à montrer les images de lieux du crime, de cadavres, d'armes, bref tout ce qui se trouve dans un dossier d'une telle nature. Si elle le fait, c'est parce qu'il semble montrer un réel intérêt pour la matière, plus que pour le reste. Tandis que le comportement d'Alexander dévie de plus en plus, devenant agressif auprès des autres personnes, Ludmila continue de le surprotéger, alors qu'il nourrit une haine évidente, si bien qu'il est de plus en plus attiré par la mort qui revient régulièrement sur la table. La mère n'agit pas.
espérant que ce ne soit qu'une phase de sa vie et que cela lui passera. Ce qui, contre toute attente, est le cas lorsqu'Alexander rencontre une jeune femme qui devient sa petite amie en 1988. Il a 18 ans, elle en a 17, et ils s'entendent à merveille. Le comportement du jeune homme change drastiquement. Lui, qui était attiré par la mort, devient soudainement romantique et tendre. À cette époque, sa mère et sa sœur quittent l'appartement pour se rapprocher de leur travail. Mais Alexander reste dans le logement, et Ludmila passe régulièrement le voir, tout comme sa petite amie. Pour qu'il dispose de plus d'intimité, Ludmila espace les visites, apportant simplement de quoi manger au couple. Parce que oui, la jeune femme passe de plus en plus de temps avec Alexander dans son appartement. Mais alors qu'il était adorable, au gré des jours, il devient exécrable. À tel point qu'il finit par battre régulièrement sa petite amie. Cela peut durer la journée. Pour couvrir les bruits des coups et des cris, le volume de la musique est monté au maximum des heures durant, entraînant des plaintes récurrentes des voisins. Un jour, c'est allé beaucoup plus loin. La petite amie qui ne supportait plus de prendre des coups a décidé de mettre fin à sa relation avec Alexander, puis de quitter l'appartement. Seulement, le jeune homme s'y oppose, et la séquestre des jours entiers durant lesquels elle sera gravement violentée. Finalement, les parents de la jeune femme s'inquiètent, n'ayant plus aucune nouvelle de leur fille depuis plusieurs jours, contactant donc la police qui réussit à la localiser et toque à la porte d'Alexander qui refuse d'ouvrir. C'est alors de force qu'ils entrent et trouvent sa petite amie à peine en vie recouverte de blessures. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital où elle succombera quelques jours plus tard. D'après les médecins, la cause de la mort serait due à l'épuisement combiné à une septicémie. Ces événements conduisent Alexander Spessivtsev en hôpital psychiatrique après qu'il eût été diagnostiqué souffrant de schizophrénie. Après 3 ans d'internement, une commission doit statuer sur sa capacité à réintégrer la société. Ce qu'elle estime possible, mais omet de mentionner cette remise en liberté auprès des autorités. C'est ainsi qu'il retrouve son appartement alors même que sa condition mentale ne s'est pas améliorée. Loin de là, elle s'est même dégradée. Il est légitime de se questionner sur la conclusion de la commission médicale lorsque l'on sait a posteriori que son désir de tuer n'a jamais été aussi grand qu'après ses 3 ans d'internement. Malgré ses envies de meurtre, Alexander n'hésite pas à venir en aide aux plus démunis, notamment à ceux du coin de la gare de Novokuznetsk. Il apporte à manger, à boire et un peu de réconfort à des sans-abri ou à ceux dans le besoin. C'est là-bas qu'il rencontre une jeune femme nommée Elena, à qui il propose un repas chaud, et cette dernière accepte. Une fois chez lui, Alexander aurait tenté de se rapprocher de la jeune femme, qui se serait laissé faire dans un premier temps, mais se serait ensuite moqué du jeune homme, qu'il aurait très mal pris. Il ne supporte pas que l'on puisse rigoler de sa personne, il vit ça comme une insulte. C'est alors qu'il s'est saisi d'un couteau qu'il a ensuite enfoncé plusieurs fois dans la poitrine d'Elena, qui crie de toutes ses forces, mais finit par succomber à l'attaque brutale. Ce premier meurtre, il y a pris goût. Et c'est de cette manière qu'il s'est mis à chasser les enfants du coin en les persuadant par différents stratagèmes de le suivre jusque chez lui. Ce sont des groupes entiers de gamins qu'il parvient à manipuler pour les attirer, et une fois à l'intérieur de l'appartement, c'en est fini pour eux. À cet instant, il n'y a aucune pitié. Il exécute ses pauvres victimes à l'aide d'un couteau. Ludmila ne sait pas encore que son fils est un meurtrier. Un jour, elle revient à l'appartement de son fils pour lui rendre visite. Lorsqu'elle entre dans le logement, Ludmila découvre de nombreux cadavres tandis que son enfant est endormi dans sa chambre. La réaction de la mère est terrifiante. Sans réveiller Alexander, elle s'est chargée de tout nettoyer. Elle a démembré chaque corps avant d'en placer les parties à l'intérieur de plusieurs seaux, puis descendre les 9 étages du bâtiment pour les transporter jusqu'à la rivière Aba, où elle s'en est débarrassée. Bien sûr, Ludmila n'a pas fait ça en plein jour. Elle a patiemment attendu la nuit pour sortir discrètement sans éveiller la curiosité du voisinage. À son réveil, Alexander a compris ce que sa mère venait de faire. Cet acte, il l'a vécu comme une sorte de validation par celle qu'il aime, le plongeant définitivement dans une folie meurtrière. Il s'attaque donc à n'importe qui, peu importe l'âge. Finalement, les prénoms Elena et Olga, qui étaient des pistes pour les policiers, n'était qu'une coïncidence, Alexander ne cherchant pas à connaître le nom de ses futures victimes. Au fil du temps, Ludmila devient une véritable complice. Elle ne tue jamais,
Simplement, soit elle participe au nettoyage des corps, soit elle attire des personnes dans la tanière du monstre. L'une des sœurs d'Alexander se rend aussi régulièrement à l'appartement de ce dernier, assiste au macabre spectacle, mais ne participe en rien. Cependant, elle ne dénoncera jamais son frère. Au gré des mois qui s'écoulent, Ludmila et Alexander finissent par trouver un autre moyen de se débarrasser des cadavres. Il suffit de les manger, et de nombreux repas à base de corps humains sont concoctés. Soupe, ragoût, steak, tout y passe. Le chien de la famille est également nourri de cette façon. Il faut attendre 2 années entières et la libération d'Olga Galtseva pour que les massacres d'Alexander Spesivtsev cessent enfin. Quand Olga, Natsia et Zenia ont été piégées par Ludmila, c'est un mois entier d'horreur qui s'est déroulé. À peine ont-elles franchi le pas de la porte qu'elles ont été sauvagement attaquées par Alexander. Nastia a été la première victime. Tandis que le psychopathe les menaçait avec un couteau, elle ne s'est pas laissée faire et l'a frappé au visage. Cela n'a fait qu'accentuer la haine du tueur qui a décidé d'en faire un exemple et la poignarder mortellement devant les 2 autres filles pour qu'elles comprennent qu'elles n'avaient d'autre choix que d'obéir. Olga et Zenia ont été forcées de dépecer leur amie. Bien sûr, elles ont refusé d'abord, mais elles ont été brutalement battues et menacées de mort. Elles n'ont donc pas eu le choix. Après ça, Alexander les a menottées à un radiateur. Ludmila, quant à elle, a préparé une soupe pour les filles avec la viande de leur amie. Heureusement, elles ne savaient pas ce qu'elles mangeaient. Les jours qui suivent se ressemblent. Les filles sont battues, humiliées et même photographiées par Alexander qui n'éprouve aucune pitié à leur égard. Olga et Zenia savent qu'elles ne sortiront pas vivantes de cet appartement si elles ne s'échappent pas. Elles essayent, mais le fou l'a vu venir et il leur fait payer. Zenia succombe aux violents coups donnés par Alexander et Olga est la dernière survivante. Une nouvelle fois, elle doit participer au démembrement de son ami. Une épreuve choquante. Quelques jours plus tard, la police intervient pour lui sauver la vie et mettre fin à l'activité sordide de l'un des pires tueurs en série que la Russie a connu. Désormais, Ludmila et Alexander Spesivtsev se trouvent face aux enquêteurs et sans remords reconnaissent tous les agissements monstrueux qu'ils ont commis. Ils n'ont de toute façon pas le choix, après le témoignage de la vaillante Olga Galtseva. Malheureusement, 24 heures seulement après son sauvetage, l'adolescente succombe à son traitement inhumain infligé durant 1 mois. Mais elle aura été la clé pour mettre la main sur une famille extrêmement dangereuse. Dans l'appartement 357, c'est une flopée de preuves qui est découverte. Des bijoux, des vêtements et du sang appartenant aux victimes principalement. Les enquêteurs sont inquiets du bilan d'Alexander, parce qu'il y a énormément d'objets. Surtout, il y a des photos des victimes attachées au radiateur, servant certainement de trophée pour le psychopathe. Il reconnaît avoir ôté la vie de 20 personnes, ce qui est énorme déjà. Mais les enquêteurs sont obligés de le croire sur parole malgré un doute évident, dans la mesure où ils ont retrouvé 82 ensembles de vêtements. Ils estiment donc que le nombre de victimes se rapprocherait plus de ce chiffre que de la vingtaine comme annoncé par Spesivtsev. D'autant plus que les analyses du sang retrouvées dans cet appartement de l'horreur concordent avec ce total. Mais il est difficile de prouver qu'il y a eu un mort sans cadavre, même s'il y a du sang. Ludmila, quant à elle, nie toute implication dans les meurtres. Elle aurait seulement nettoyé les cadavres. Elle ajoute que si elle l'a fait, c'est uniquement pour sauver sa propre vie. Mais là encore, les enquêteurs ne la croient qu'en partie, parce qu'elle n'était pas retenue prisonnière par son fils. La preuve est qu'elle n'était pas dans l'appartement quand il a été appréhendé. Elle aurait donc pu le dénoncer aux autorités. À l'évidence, elle aussi essaye de minimiser son rôle dans cette affaire écœurante. La sœur d'Alexander a également été interrogée, mais comme il est impossible de démontrer son implication, elle n'a jamais été inculpée. Ce sont donc uniquement Ludmila et son fils qui devront répondre de leurs actes devant la justice. Alexander Spesivtsev n'est pas reconnu responsable de ses actes du fait d'une maladie mentale trop grave pour lui permettre d'avoir un discernement suffisamment éclairé. Il est donc condamné à être interné à nouveau en hôpital psychiatrique. Ludmila Spesivtseva est condamnée pour sa participation à la macabre entreprise de son fils à 15 ans d'emprisonnement. Elle n'en fera cependant que 13, étant libérée en 2008 avant la fin de sa peine. Après ça, elle essaye de retourner dans l'appartement où les meurtres avaient été commis. Mais bien sûr, cela lui est interdit.
Elle s'installe donc à Osinki, à 30 km au sud de Novokuznetsk avec sa fille. Elle est surveillée par les habitants du coin qui estiment que sa peine n'était pas suffisante et qu'elle pourrait recommencer, ce qu'elle ne fait pas. Finalement, la personne la plus difficile à cerner dans cette histoire n'est pas Alexander, mais sa mère. Vivait-elle les meurtres par procuration à travers les actes de son fils? Nous ne le saurons jamais, à moins qu'elle décide finalement de parler, ce qui serait surprenant. Voilà pour l'une des pires histoires sur la chaîne certainement. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Mes réseaux sociaux sont disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.